Et bienvenue dans Questions politiques, le magazine politique de France Inter, France Info et Le Monde. Émission spéciale aujourd'hui avec deux invités qui se succéderont sur le plateau. 12h15, Éric Coquerel, coordinateur et porte-parole du Parti de gauche, candidat France Insoumise aux législatives en Seine-Saint-Denis. Éric Coquerel répondra à vos questions à partir de 12h30. 13h15, second invité, Julien Sanchez, maire de Beaucaire, conseiller régional, porte-parole national de la campagne du FN pour les législatives. Il répondra, lui, à vos questions à partir de 13h30 pour intervenir 01 45 24 7000. On commence, comme toutes les semaines, avec le magazine politique. France Inter. Questions politiques. Nicolas Demorand. Vos rendez-vous, les portraits de nos invités signés Karine Bécard, le zapping dans quelques instants, spécial morale et vertu avec Laurence Perron. Mais tout de suite, Charline Vanhoenacker, mercredi dernier dans le 7-9 de Patrick Cohen, les premiers pas d'Emmanuel Macron. Le titre qui revient le plus souvent après chaque apparition, c'est « Macron réalise un sans faute ». Oh putain, sans faute, si c'est ça, on va s'emmerder pendant 5 ans. Heureusement, on peut compter sur Nadine Morano, qui est en vigilance renforcée, et elle nous prévient dès qu'il y a faute. Sinon, la presse est en pamoison. On dirait que c'est Laurent Saïm qui écrit les articles. La preuve, avant l'élection, les journaux disaient de Macron qu'il ratissait large. C'était limite du racolage, alors qu'aujourd'hui, on dit qu'il fédère. Regardez, c'est bien simple. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est déjà l'été, le chômage a baissé, et on a déjà eu 2 jours fériés en 2 semaines. Le mec est trop fort. C'est le Messie, alors qu'il n'avait jamais été élu avant. À peine 15 jours qu'il est là, et déjà, il a rencontré les plus grands, il a broyé la main de Trump, il a séduit Merkel, il a bombé le torse face à Poutine. Tiens, d'ailleurs, vous vous rappelez pendant la campagne comment on allumait ceux qui voulaient discuter avec Poutine, Pas là, hier, nickel, Versailles, tapis rouge, c'est pas ses crèmes, c'est l'effet Macron, ça. Le mec est protégé par Jupiter. Le type réussit à une vitesse, à mon avis. Un quinquennat, ça risque d'être beaucoup trop. D'ici 2019, il aura éliminé la précarité. 2020, il apporte la paix au Proche-Orient. 2021, on roule tous dans des voitures volantes éco-responsables. Quand je pense que les gens ont hésité à voter pour lui, franchement. Alors que là, comme c'est parti, il peut aussi convaincre Kim Jong-un de laisser tomber le nucléaire pour ouvrir un salon de coiffure. Il donne des complexes aux grands de ce monde. Même Justin Trudeau, après sa rencontre avec Macron, il a déprimé. Il a dit qu'il se sentait vieux. Manu, c'est pas la réincarnation de Kennedy, c'est Kennedy qui était la préincarnation de Macron. Moi, je vous le dis, avec ce début de quinquennat, on n'a jamais eu autant de chance d'avoir un Français en finale de Roland-Garros. En plus, Macron, il parle anglais, mais vous vous rendez compte? Un président qui parle anglais. Mais dans les programmes scolaires, c'est au moins niveau de 3e, ça, la classe. Et puis, c'est beau de voir les citoyens se contenter de choses simples comme ça. C'est la cerise sur le cordon bleu. Alors attention, c'est les débuts. Pour l'instant, on ne parle que de symboles et de gestes, donc de la forme. Et vu comment Macron, il grimpe 4 à 4 les escaliers de l'Élysée, c'est même à fond la forme. Charline Vanhoenacker sur France Inter. On passe à la semaine politique. Elle a été marquée du double saut de la morale et de la vertu en France comme à l'étranger. C'est le zapping de Laurence Perron avec le piano de Barbara et les mots de Joe Strummer. This is the beginning. C'est un sans faute, les primitifs de tout pelage dont nous sommes commentent extatiques ou abrutis au sens premier du mot, dénués de toute brutalité, les premiers pas politiques du président Macron. Ça, c'est en début de semaine. La poignée de main, les phalanges blanchies du président américain, l'autorité de la France en marche face au chouinement d'une chancelière allemande qui sait que la concorde arrachée au forceps sur l'accord climat est morte. Mâchoire serrée, visage alternant entre sourire et grimace, ils se sont serrés la main jusqu'à ce que les jointures de M. Trump pâlissent. Il a essayé de retirer sa main, mais M. Macron a grippé sa main encore plus fort et a continué à la serrer. Le jour d'après en France se reflète dans les miroirs de Versailles. Emmanuel Macron ne se rêve pas monarque, pas plus que Vladimir Poutine en Alexandre le Grand. Non, on est là dans le pragmatisme, la réelle politique, loue en cœur les éditorialistes. Ce style est celui d'Emmanuel Macron et le meilleur exemple en fut hier la sérénité avec laquelle il a expliqué devant Vladimir Poutine Où sont passés tous ceux qui ont poussé des cris dégorgés, qui me repeignaient en poutinien tous les jours? Et j'avais beau dire que moi, si j'étais russe, je voterais pas Poutine, et que d'ailleurs le seul copain que j'ai en Russie, il est en prison. Jean-Luc Mélenchon, sur des estrades de fortune, revendique la sagesse de ses visions géopolitiques qu'on a salies, s'enflamme et parle d'assassinat à propos de Rémi Fraisse, finalement concède un mauvais mot. Alors s'il y a un procès en diffamation, j'irai au procès en diffamation. Je plaiderai la bonne foi et j'expliquerai le sens des mots que j'ai utilisés et ce qu'il vaut mieux utiliser. Je pense qu'il vaut mieux parler d'homicide à cette heure. Et je propose à M. Cazeneuve qu'on en reste là. Toujours meurtri par ces 600 000 voix manquantes auxquelles il a cru, agacé par les toreros des médias qui le repeignent en complotiste, là, il sort le drapeau blanc. Qu'est-ce qui justifie une telle hargne? Intéressez-vous à ce que nous disons, que nous proposons à notre programme, à notre campagne. Mais laissez nos personnes, nos morts,
et nos familles en dehors des vindictes que vous portez contre nous. Je demande une trêve médiatique dans l'injure. Et pendant ce temps, au gouvernement, giboulé de mars à l'orée de l'été, Richard Ferrand, ministre et pièce maîtresse du mécano macronien secoué, tandis qu'on fourbit une loi de moralisation de la vie publique. Le garde des Sceaux, himself, avertit. François Bayrou. Qu'est-ce qu'on entend par familiaux? Ascendant, descendant, conjoint. 1er juin, tard dans la nuit, heure française, Donald Trump fait un doigt d'honneur à la planète. Le moment est venu de remettre sur la carte Langston en Ohio, Detroit au Michigan et Pittsburgh en Pennsylvanie, les remettre sur la carte avec de nombreuses autres municipalités de notre grand pays. Les mettre avant Paris. Il est temps de rendre sa grandeur à l'Amérique. Sur les marchés de France, en plein ramadan, le politique fait la quête pour des voix et s'entend souvent dans les quartiers populaires rétorquer ceci. Moi, j'ai pas le droit de voter. Je suis algérien. Pour ainsi dire, je suis pas étranger, je vous dis, je suis né français. Voilà, et j'ai rentré en France en 59, donc je suis encore. Voilà, c'est incohérent. Ouais, voilà. Ça nous ferait plaisir même de voter comme les Français. Allez. Le droit de vote des étrangers dit quand reviendras-tu? Et pendant ce temps, le président discute embarcation en Bretagne. Il y a des tapouilles, il est quoi ça? Ah non, c'est un Mayotte, c'est quoi ça? Le président, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du Comoréen. C'est différent. Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un nouvel accident de Kwassa. Ils étaient 43 Comoriens. L'époque est à la morale qui a les adducteurs souples. La vertu, elle, est carrément passée de mode. Quelle belle chose allons-nous faire maintenant? Suis le cap. Au nord, always north. Rendez-vous sur la Maria Céleste. Victory Lane. Et voilà donc pour ce zapping de Laurence Perron. 3 signatures autour de ce plateau, que dis-je, 3 griffes. Nathalie Saint-Cric, bonjour. On est relativement inoffensif, je crois. France Télévisions, Françoise Fressoz, Le Monde, bonjour. Bonjour. Et Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine. Bonjour. Événement de la semaine. Événement de la zone. Je vais rester, moi, sur la moralisation de notre vie politique, enfin, qui est devenue la loi de confiance dans notre vie démocratique. Très bien. C'est une loi qui va plutôt loin, ça a été beaucoup dit. Ce qui m'embête dans tout ça, quand même, c'est qu'on est toujours face au même écueil. Je ne vois pas d'organe ou d'organisme de contrôle. Qui va vérifier, par exemple, la réalité des activités de conseil des parlementaires? Qui va vérifier que les députés qui seront en situation de conflit d'intérêts au moment de l'examen d'un texte se seront bien déportés pour ne pas participer à l'examen et au vote de ce texte, de cette loi? Enfin bref, etc. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre. Donc, c'est tout le problème, et c'est déjà ce qui avait péché préalablement. S'il y avait eu des organismes de contrôle, et j'ai envie de dire, c'est pas un gros mot d'utiliser ce mot-là, ça existe dans tous les pays scandinaves. S'il y avait eu des organismes de contrôle, eh bien, on se serait rendu compte, par exemple, que l'une des filles de Bruno Le Roux, pour reprendre juste cet exemple-là, était officiellement l'assistante parlementaire de son père un été, tout en exerçant une autre activité à Bruxelles. Donc, ce qui m'embête vraiment, c'est que cette loi de moralisation fait passer nos parlementaires pour des délinquants en puissance. On a presque envie de dire ça, alors qu'en soi, rien n'est prévu, encore une fois, contre l'infime proportion de députés qui osera encore voter. Et vous, Françoise Fressoz, événement marquant de la semaine? C'est l'effet de levier de la politique internationale sur la politique intérieure, ou comment Emmanuel Macron a tenté de profiter du retrait de Donald Trump de l'accord de Paris pour mettre en avant la France, mais aussi l'Europe, et enfin l'écologie, qu'il avait paru assez sous-estimée pendant la campagne présidentielle. Alors il l'a fait non pas dans une compétition avec l'Allemagne, mais plutôt dans une complémentarité, avec en plus la caution de Nicolas Hulot, qu'il a eu l'habileté de nommer ministre de l'écologie, si bien qu'on a l'impression que la voix de la France peut de nouveau compter sur le plan international. Alors tout ça joue évidemment à la fois sur le moral des Français et sur la dynamique de la campagne. En Marche aujourd'hui a le vent en poupe, grâce à son chef Emmanuel Macron, qui réussit finalement à atténuer les bourdes de ses troupes. Je pense notamment à Richard Ferrand. Reste cette question, un homme peut-il changer à lui seul un pays ? Nathalie Saint-Cric. Moi, je vais rebondir un peu sur la forme de Macron-mania, y compris chez les journalistes. Alors, effectivement, il parle anglais, donc tout le monde a eu l'air de s'extasier parce qu'il était capable de parler anglais, mais lui parle vraiment anglais. Deuxièmement, il parle des droits des homosexuels en Tchétchénie quand il est à côté de Vladimir Poutine, et il parle des droits de l'homme, mais
Pourquoi François Hollande avant, pourquoi Nicolas Sarkozy n'ont-ils pas fait? Parce que finalement, il y avait assez peu de risques que Vladimir Poutine prenne une batte de baseball pour leur fiche sur la figure. Donc on se dit, effectivement, c'est peut-être de la com. Effectivement, ça nous remonte peut-être le moral. Effectivement, ça nous donne peut-être l'impression que la France est grande et que la France parle dans le monde. Mais c'est surtout parce que, par effet par rapport aux autres, en se disant que peut-être les autres étaient trop frileux, ou alors ils faisaient partie du vieux monde, un monde où ça ne se fait pas, un monde où le Quai d'Orsay était surpuissant et leur disait « Ah non, vous ne pouvez pas vous permettre de dire des choses pareilles ». Donc finalement, on va voir ce que ça va vous donner. C'est peut-être que symbolique, mais c'est quand même assez positif pour l'instant. Le portrait de notre invité. Question politique sur France Inter. Il est signé Karine Bécard. Notre invité aujourd'hui, Éric Coquerel. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Éric Coquerel, permettez-moi de vous dire que vous faites, enfin je trouve, un métier compliqué. Je ne parle pas là de votre véritable activité, puisqu'avant d'être un responsable politique, vous êtes d'abord le patron d'une agence de communication qui s'est spécialisée, c'est sympathique de le préciser, dans le monde de la voile et des voiliers. Non, vous faites, me semble-t-il, un métier compliqué en continuant de soutenir et de représenter un homme à nouveau en colère qui donne l'impression d'en vouloir à la terre entière. Éric Coquerel, je vous pose la question, comment faites-vous pour endurer Jean-Luc Mélenchon, qui s'était montré d'une assez surprenante sérénité pendant la campagne présidentielle et qui est aujourd'hui incapable de s'appliquer les grandes leçons de fraternité et d'humanité qu'il aimerait pourtant imposer à tout le monde. Visiblement, peu vous importent ces débordements, vous vous obstinez à rester un militant d'extrême gauche, ce que vous êtes depuis bientôt 40 ans, modeste, dévoué et toujours persuadé qu'avec vos idées, le monde pourrait changer. Ils se connaissent depuis longtemps, Karine ? Eh bien, oui et non. Jean-Luc Mélenchon et vous-même, Éric Coquerel, avez surtout créé ensemble en 2008 le Parti de gauche. Alors, vous n'êtes pas les deux seuls. Le PG, en fait, est fondé au départ, on l'a un peu oublié, par tout un tas de personnes, des politiques, des associatifs, des syndicalistes. Et toutes ces personnes, en réalité, ont commencé à se rencontrer en 2005 parce qu'elles ont toutes combattu le référendum sur la Constitution européenne. Voilà comment se sont tissés les liens entre l'ancien co-président du Parti de gauche, ça c'est Jean-Luc Mélenchon, et son actuel co-coordinateur politique, ça c'est vous, Éric Coquerel. Pour faire plus simple, voilà comment se sont tissés les liens entre l'ex et le nouveau patron du parti. La grande différence qu'il y a entre vous deux, c'est que vous, manifestement, vous préférez les seconds rôles au premier. Vous n'avez jamais eu qu'un seul mandat. Le conseiller régional d'Île-de-France que vous êtes a souvent été candidat, mais sans engranger jusqu'ici beaucoup de résultats. Éric Coquerel, je vous salue à mon tour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Pourquoi cette montée en température dans la campagne des législatives ? Je pourrais réagir à l'ensemble du portrait Oui, bien sûr, donc, mais comme Karine commençait là-dessus... rapidement. Non, je n'ai pas été candidat toute ma vie, parce que je suis engagé depuis très longtemps, et la politique ne doit pas être un métier. C'est la première chose que je voulais vous dire. Vous avez quand même été candidat à des législatives. Oui, mais je suis déjà engagé depuis l'âge de 14 ans, il y a bien longtemps, et je ne conçois pas justement la politique comme une carrière ou un métier, sinon il y a longtemps que j'aurais été au Parti Socialiste, par exemple, où je n'ai jamais mis les pieds. Donc j'ai toujours favorisé mes idées, et je suis content d'ailleurs de voir que des gens qui étaient au Parti Socialiste ont eu hâte d'en sortir en 2008 pour fonder le Parti de gauche. Cofonder le Parti de gauche ensemble. La deuxième chose, je veux dire, non, je ne suis pas militant d'extrême gauche, je l'ai été, et je n'ai rien contre l'extrême gauche, au contraire, c'est des militants dévoués et sincères, mais tout simplement ce que nous disons aujourd'hui, pour aller vite, c'était ce que disait la gauche, le Parti socialiste, il y a une trentaine d'années, quand il était fidèle à ses valeurs. Donc ne nous mettez pas comme ça, ne nous latéralisez pas. Et la troisième chose par rapport... Mais c'est parce que ça ne se fait pas d'être extrême gauche, enfin, je veux dire, c'est mal vu. Non, vous avez entendu mettre une critique, c'est pas ça. C'est que nous avons une vocation où nous voulons gagner les élections. Nous voulons gouverner le pays. Nous ne présenterons pas des élections. J'entendais par exemple Philippe Poutou, qui est un camarade avec qui je suis dans beaucoup de luttes, expliquer qu'il se présentait à une élection pour préparer le troisième tour social, pour défendre ses idées. Nous, on se présente à des élections pour, de manière républicaine, gouverner le pays. Donc ça, c'est une différence. Et regardez notre programme, je pense que vous apercevrez la différence. Mais ce n'était pas péjoratif par rapport à l'extrême gauche. Troisième chose par rapport, je réponds puisque j'ai compris que c'était le... Moi, j'ai entendu des phrases tordues, sectaires, dictateurs, agressifs, violents. C'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, soit de médias, soit de gens comme Hollande, dernière semaine de la campagne présidentielle, qui manifestement étaient beaucoup plus pressés de nous savonner la planche pour qu'on accède au deuxième tour que d'empêcher Mme Le Pen d'y aller ensuite. Donc, ce que je considère, c'est qu'il y a tout un petit fond médiatique. C'est pas la première fois que j'entends des journalistes expliquer ça. Qui se répètent entre eux et qui disent « Ah là là, alors le Mélenchon d'avant, il était vraiment très bien, mais alors le Mélenchon d'aujourd'hui, il est agressif. » Moi, ce que je constate... Non, on ne dit pas ça. On dit qu'il a été agressif, gentil, puis re-agressif. Oui, mais enfin, bon, il y a une petite tonalité que vous entretenez.
uniquement sur une phrase à un moment donné sur Cazeneuve, dont Jean-Luc a expliqué, on y viendra après, dont Jean-Luc a expliqué que le mot assassinat n'était pas le mot qui convenait, mais que par contre, comme je le fais d'ailleurs, on revendiquait le fait que oui, Cazeneuve avait été largement impliqué dans l'homicide, et l'homicide, c'est la manière dont la justice caractérise la mort de Rémi Fraisse. Bon, et depuis, il y a toute une petite tonalité. Moi, ce que je crois, c'est qu'en réalité, la plupart des médias, on va dire tous ceux qui se partagent les différentes tribunes médiatiques qui se renouvellent, suivant en ça d'ailleurs souvent un même vocabulaire, j'entends le mot sectaire repris dans Le Monde, puis après dans différents endroits, ne font finalement qu'alimenter une chose, c'est que on aime bien Jean-Luc Mélenchon quand on pense qu'il n'est pas capable de gagner, mais quand on pense qu'il est capable de gagner, tout d'un coup, là, ça devient adversaire. Non, mais voilà, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de comportement de Jean-Luc Mélenchon. J'étais l'autre jour, je ne dirai pas où, puisque ça m'est interdit, mais l'autre jour, il est venu me soutenir dans un meeting. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas un média qui a relaté les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la loi travail, sur les questions justement d'augmentation de la CSG, etc. Et que ça fait maintenant une semaine qu'on discute sur un mot précis, et qu'à partir de là, on conclut que Jean-Luc Mélenchon aurait changé. Donc je vous le dis, il n'a pas changé. Elle s'adresse à un ancien Premier ministre, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse, le gars qui a fait gazer, matraquer tous les manifestants et qui se prend maintenant sa tête de petite Sainte-Nitouche. Est-ce qu'on traite comme ça un ancien Premier ministre? Est-ce qu'on l'accuse d'assassinat? Est-ce qu'il ne fallait pas s'excuser à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez comment les socialistes traitaient Charles Pasqua de façon juste et normale après la mort de Malik Oussekine? Je serais vous, je repartirai dans les dossiers parce que ça vous allez être intéressé. Monsieur Cazeneuve vient de se faire épingler par Amnesty France sur la gestion des forces de police par rapport à la mobilisation sur la loi El Khomri. 1000 blessés, dont beaucoup de graves. Et on a eu la chance, je pense, de ne pas avoir un autre Rémi Fraisse. Donc je vous rappelle que c'était un militant pacifiste. Donc moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'à un moment donné, on parle de mots et on ne regarde pas les actes. Et les actes, ça a été un ministre de l'Intérieur qui a ordonné à ces hommes de rester pour protéger une zone humide qui maintenant d'ailleurs va être remis à la nature manifestement, et de tenir coûte que coûte. Donc oui, je vous le dis, politiquement, M. Cazeneuve est responsable de la mort d'un jeune homme, et je pense que c'est ça qui devrait choquer beaucoup plus que les paroles. Monsieur Coquerel, est-ce que c'est pas justement la preuve qu'on n'est pas sectaire, c'est qu'on fonctionne pas comme une secte, quand on peut considérer... C'est vous nous avez accusé de sectaire parce que nous avons accompagné notre camarade François Delapierre de la manière dont nous estimions nécessaire de le faire, puisque pour la plupart, et François n'était pas croyant, mais nous estimons qu'il y a quelque chose justement dans le passage à la mort qui est important, et on s'est fait traiter de sectaire par le monde. Oui, mais on n'a rien à voir avec ça. Une reprise de presse de France Inter, là-dessus, exactement le lendemain, Monsieur Coquerel, c'est sur le fonctionnement... Pour remettre 100 balles dans la machine. Effectivement, on trouve ça absolument anormal. Entre citer et écrire, citer et endosser, c'est le travail d'une revue de presse que de passer la presse en revue. On n'a pas, Monsieur Coquerel, on n'a pas du tout évoqué le sujet. C'est vous qui l'avez remis sur le tapis aujourd'hui. On ne l'a arrivé gros comme une maison. C'est un signe de paranoïa. On passe à autre chose. Un signe de paranoïa qui est une ouverture d'esprit. Parce que même les paranoïaques ont des... Là, maintenant, je suis paranoïaque. Bah oui, faites attention, parce que la psychologie en politique, il y a des régimes dictatoriaux qui l'ont utilisé. Je pense que ça ne doit pas être utilisé dans la démocratie. Voilà, donc je ne suis pas paranoïaque. Maintenant, je suis totalitaire. C'est magnifique. Je ne suis pas paranoïaque. Mais écoutez, je constate que le mot secte, l'autre jour, je débat avec Menucci, qui me sort le mot secte, avec d'autres journalistes qui me sortent le mot secte. Dans Le Monde, c'est le mot secte. Excusez-moi, mais il y a tout un élément de langage assez étonnant. Éric Coquerel, l'ai-je prononcé non? Non, c'est vous qui l'avez mis sur la table et qui avez remis cet article du Monde sur la table. Ça n'est pas nous. Passons à autre chose, Nathalie Sinclair. Est-ce qu'on peut envisager que le chef, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, celui qui se considère comme celui au-dessus de tout le monde, peut éventuellement faire des erreurs, comme le disent les communistes notamment. Et est-ce que finalement, l'espèce d'essoufflement qu'il y a dans les sondages ne vient-il pas d'une erreur de stratégie de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on ne peut pas, dans tous les partis, on conteste les chefs, les représentants, au PS ou ce qu'il en reste, à droite, est-ce que chez vous, on n'a juste pas le droit de le dire? Mais Nathalie Sinclair, est-ce que vous pensez que le premier défaut à se critiquer lui-même et de le faire collectivement, vous ne pensez pas que c'est Jean-Luc Mélenchon? Ce matin, on a cru entendre un petit peu un embryon d'autocritique. Nous avons des réunions, nous décidons collectivement de ce que nous faisons. Nous regardons si sur tel ou tel aspect nous avons fait une erreur. Jean-Luc, je vous ferai remarquer, ça vous a peut-être pas attiré l'attention, mais l'autre jour a expliqué que effectivement le mot homicide aurait été préférable à assassinat. Donc c'est une réponse. Maintenant, par contre, sur la caractérisation politique de ce qu'a fait M. Cazeneuve, nous assumons, ça vous paraît peut-être exagéré, mais nous assumons qu'un ministre de l'Intérieur
qui fait passer, qui est du moins l'arme du gouvernement pour faire passer une loi en force dont les Français ne veulent pas, et en utilisant encore une fois les forces de police de manière anormale. Je ne condamne pas les forces de police, vous avez bien compris, je condamne les ordres politiques qui leur ont été donnés. Que M. Cazeneuve, en donnant des ordres pour protéger une zone humide en pleine nuit, face à des manifestants, etc., où chacun savait que ça pouvait dégénérer, il a des responsabilités politiques et je pense qu'il aurait dû démissionner. On l'a dit à l'époque. Et pourquoi ça baisse? Pourquoi ça s'essouffle en ce moment? Vous deviez être la principale force d'opposition et on a l'impression que ça retombe. Est-ce que c'est pas lié justement? On verra au moment des élections. D'accord. Parce que là, quand je regarde les résultats qui viennent de tomber des Français de l'étranger en Amérique latine, le candidat que nous avons investi, Sergio Coronado, est deuxième, derrière En Marche, et le Parti socialiste est à 2%. Donc nous verrons bien les vérités de la réalité des élections. Quel est votre objectif pour ces élections législatives? Alors, c'est de faire en sorte que M. Macron n'ait pas les pleins pouvoirs. Voilà, très clairement. Donc empêcher qu'il ait la majorité absolue. Voilà, déjà empêcher qu'il ait la majorité absolue. Et comme nous entendons le fait que les Républicains et les socialistes nous disent, pour les uns qui ne savent pas quoi faire, les autres carrément qui vont appuyer M. Macron, donc on pense que ça va être en gros des auxiliaires de sa majorité, la meilleure manière d'avoir, j'allais dire, une alternative républicaine, c'est en ça, évidemment, vous avez compris, nous différons du Front National, eh bien, c'est de voter France Insoumise. J'en vois pas d'autres, parce que ce qui va arriver par la suite dans les semaines à venir ou les mois, que ce soit sur le Code du travail, l'augmentation de la CSG, la retraite par points, etc., je crois que derrière Macron, que nous voyons avec des mots, il est très habile, hein, on parlera peut-être là de la politique internationale, où effectivement, il est très habile, mais ce que je constate, c'est que ça va être... c'est un succès à combien? C'est la question de Françoise, à combien de députés? Voilà. Est-ce qu'il faut que ce soit 30, 40, 50? À partir de combien ça marche? À partir de combien c'est un échec? Plus il y en a, mieux c'est. Non, mais je vous réponds sérieusement. Aujourd'hui, c'est très, je vous le dis, aujourd'hui c'est très compliqué parce que on constate qu'il y a une espèce de tout un discours de prophétie autoréalisatrice qui se fait. Macron était à 25%, on expliquait qu'il avait déjà une majorité absolue. Donc il y a quelque chose qui est en train de se produire et nous ne savons pas exactement. Je vous le dis très clairement et très sincèrement, parce que c'est pas ce qu'on constate tout à fait sur le terrain. Quelle va être la réalité au soir du premier tour? On peut très bien se retrouver avec des députés pour former un groupe. Bon, ce qui déjà serait pour nous, j'allais dire, le minimum que nous pouvons espérer. Minimum, ça. Voilà. Mais on peut très bien penser qu'on va être au deuxième tour dans un cas suffisant pour espérer, pourquoi pas majoritaire. Entre les deux, il y a par exemple le fait d'avoir 68 députés pour pouvoir déposer une motion de censure. Mais en tout état de cause, je pense qu'il est important que nous soyons les plus nombreux parce que les coups vont pleuvoir dans les mois à venir. Et je pense que les Français ne se rendent peut-être pas assez compte, ou du moins, s'en rendent peut-être pas assez compte. Éric Coquerel est notre invité. On se retrouve dans 2 minutes. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous désirez, au 01 45 24 7000 par Twitter avec le mot-clé Question Paul, via Facebook Live et courrier électronique franceinter.fr. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Retour sur le plateau de Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Émission spéciale aujourd'hui. Nous avons 2 invités. Éric Coquerel, coordinateur porte-parole du parti de gauche, candidat France Insoumise aux législatives en Seine-Saint-Denis. Éric Coquerel qui va répondre maintenant à vos questions. Je vous redonne le numéro de téléphone d'Inter, 01 45 24 7000. 13h15. Second invité, Julien Sanchez, maire de Beaucaire, conseiller régional, porte-parole de la campagne du FN pour les législatives. Il répondra, lui, à vos questions à partir de 13h30 au même numéro de téléphone. Nathalie Saint-Cric, Françoise Fressoz, Karine Bécard pour France Télévisions, Le Monde et France Inter. On remercie à nouveau Éric Coquerel d'avoir accepté notre invitation et on repart peut-être à l'étranger, Karine, pour la suite de cet entretien. Oui, vous aviez montré du doigt pendant la campagne Emmanuel Macron que vous ne trouviez pas notamment suffisamment écolo. Finalement, face à Donald Trump, cette semaine, il a défendu plutôt bien la planète, non? Oui. Alors, vous êtes rassuré? Il a la parole habile, manifestement, mais on va attendre un peu les actes. J'entendais tout à l'heure le sujet qui était fait sur l'idée que les journalistes étaient en pamoison. Alors, je ne vais peut-être pas me dire pamoison, mais à certains moments, ça tombe dans la géographie. Bon, parce que pour l'instant, la géographie, c'est ça? Pour l'instant, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est des mots. Bon, ce matin, par exemple, sur France Inter, j'entendais un très bon sujet d'histoire, le comparant carrément à De Gaulle en 66.
sur l'invasion américaine du Vietnam. D'accord. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que De Gaulle n'a pas juste à ce moment-là fait des déclarations. Il a expliqué qu'on sortait du commandement unifié de l'OTAN et que plus un avion américain ne devait survoler le territoire français pour retrouver sa souveraineté. Donc, on attend ce qu'il va faire. Non, mais ma question, c'était face à Trump. Je vous explique. Trump dit non aux accords de Paris et lui... Donc, quand il y a quelque chose d'aussi grave que la sortie des accords de Paris par M. Trump, quoi qu'on pense après de l'insuffisance des accords de Paris. Pour moi, c'est aussi grave que l'invasion du Vietnam dans les années 60 par rapport à la question de la civilisation et du danger par rapport au climat. Donc, si M. Macron voulait prendre des mesures, ce que nous ferions, c'est par exemple la sortie du commandement unifié de l'OTAN, parce que comment être allié avec quelqu'un qui nous explique effectivement qu'il va continuer à produire... mais ça, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Vous ne croyez pas qu'il est en train de faire l'escalade, mais vous croyez que M. Trump va entendre uniquement des mots? Moi, je ne crois pas. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir si ça a changé. Une autre mesure qui pourrait être prise, puisque la sortie du commandement unifié de l'OTAN vous paraît être une escalade, je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps qu'on y est rentré, hein. Mais ça pourrait être par exemple de dire qu'on ne signera en aucun cas le TAFTA. Parce que imaginez un traité de libre-échange maintenant avec un pays dans lequel les normes écologiques vont encore s'abaisser, je ne comprends pas très bien comment on va se protéger la nature. Trump lui-même est contre le TAFTA. Oui, d'accord. Oui. Enfin, Trump est contre le TAFTA. Il était soi-disant contre l'OTAN. J'observe qu'il met ses pas progressivement dans la politique américaine qui défend ses intérêts économiques, militaires, stratégiques. Et que, donc, j'attends autre chose que des mots. Mais est-ce qu'il ne vous a quand même pas volé la thématique écologique qui a été le fondement de votre campagne? Est-ce qu'il ne l'a pas récupérée de façon assez habile quand même? Uniquement mais en nommant Nicolas Hulot? Par exemple. Oui, mais alors dans ce cas-là, il va falloir voir aussi ce qui va suivre, parce que nous proposions pour le climat, et ça pourrait être effectivement l'occasion pour la France, vu ce qui se passe avec les États-Unis, de prendre véritablement leadership sur une lutte pour le climat. Nous proposons par exemple 100% d'énergie renouvelable en 2050, d'arrêter le nucléaire, de mettre en place une vraie transition énergétique. Pour l'instant, même si je crois tout à fait à la sincérité de Nicolas Hulot, pour l'instant, nous ne voyons pas ça sur la table. Nous voyons une poursuite d'une politique finalement qui va être productiviste. Est-ce que vous pourriez être l'aiguillon de Nicolas Hulot à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça pourrait être alors là, si Nicolas Hulot reprenait nos positions et arrivait à les faire adopter par le gouvernement, nous diserions banco. Mais vu qu'en même temps, Édouard Philippe est quelqu'un qui vient quand même très largement, disons, des lobbies pro-nucléaires, et que nous retrouvons plutôt des gens pro-MEDEF dans le gouvernement que des gens qui défendent une alternative écologique, nous doutons de ce qui va arriver. Mais si Nicolas Hulot y parvient, parfait. Nous avons toujours dit que nous appuierions les choses qui vont dans le bon sens. Donc finalement, ça commence pas si mal, même si vous attendez la suite. Même si ça vous arrache le cœur d'avoir à le dire. Non, mais si on croit aux mots et aux paroles, si on croit aux mots et aux paroles, on croit Macron. Mais on va voir les actes, parce que les actes, c'est la loi travail, dérégulation, c'est les retraites attaquées, c'est le CSG qui augmente. Ça, c'est les actes. Il y a eu hier soir tard un attentat terrible à Londres. On a presque l'habitude qu'il y en ait un toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours, avec finalement quelque chose de très artisanal, même si ça fait beaucoup de morts. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la matière de lutte contre le terrorisme? Est-ce que vous avez, vous, des propositions qui ne seraient pas celles des autres et qui pourraient éventuellement, non pas améliorer les choses, mais au moins cantonner les risques? Éric Coquerel. Alors déjà, on se sent tous londoniens aujourd'hui. Enfin, moi, je suis effrayé. J'étais il y a quelques semaines aux endroits où ça s'est passé avec mon fils. On visualise parfaitement ce qui se passe quand des gens sont tranquillement dans la rue, au Brook Market ou au London Bridge. Et, enfin bon, c'est abominable. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment tragique qu'on condamne. Moi, je crois que ça montre à la fois la faiblesse... Alors j'allais dire Daesh, c'est pas encore revendiqué. On va attendre, mais Manchester l'était malheureusement. C'est-à-dire le fait d'utiliser ce genre de terrorisme low cost, on va dire, mais qui fait malheureusement beaucoup de morts. Bon, je crois que ça montre que même s'ils sont affaiblis, c'est pas terminé. Donc il faut une coalition universelle pour en finir avec Daesh sous égide de l'ONU. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et pour l'instant, j'observe que ça tient dans les opinions publiques, ne pas céder à la division. Parce que quand ils attaquent comme ça, avant des élections, quand ils attaquent des lieux festifs, ils essayent en réalité de déclencher une espèce de climat de guerre civile dans les pays, notamment par rapport à des gens qui seraient de confession musulmane. Donc, il faut tenir. Et pour l'instant, j'observe que les populations vous êtes tiennent finalement bon. comme les autres partis là-dessus. Vous êtes favorable à une plus grande coopération internationale en matière de renseignement. Là-dessus... La France insoumise ne se différencie pas des autres partis. Je n'ai pas entendu beaucoup de partis appuyer les résolutions de l'ONU sur une coalition universelle. C'est la dernière résolution. Je n'ai pas entendu beaucoup de partis le faire. Je serais enchanté de le faire, l'entendre, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'a marqué. Et par contre, en France, nous sommes pour redonner des moyens au renseignement. Nous sommes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de fusion, revenir sur la fusion de la DST et des RG, et de revenir à du renseignement humain. Mais c'est vrai que et sortir de l'état d'urgence aussi, qui ne sert à rien, qu'attaque nos libertés, c'est exactement ce qu'attend Daesh. Mais c'est vrai que c'est une lutte de longue haleine qui va commencer. Il faut mettre les moyens financiers, humains. Il faut
ne pas céder au choc de civilisation et au niveau international, il faut une coalition universelle. La parole aux auditeurs d'Inter, d'Info, lecteurs du Monde, à tout le monde, bref. France Inter, questions politiques. Intervenez au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Question Paul. Michel nous appelle de Bretagne. Bonjour et bienvenue, vous avez la parole. Bonjour et merci de me donner la parole. Oui, je voulais poser une question à M. Coquerel, lui dire que j'ai voté pour Mélenchon, j'ai fait activement campagne et je me suis démené pour les présidentielles. Et là, l'attitude des candidats de la France insoumise m'inquiète un petit peu. Et je crois que je voulais plus aller voter, puis je crois que je vais voter communiste finalement. Mais ce que je voulais lui demander, c'est quelle va être l'attitude de la France insoumise et de ses responsables nationaux concernant le deuxième tour. Si malheureusement, pour eux, tous leurs députés ne sont pas au deuxième tour. Est-ce qu'ils vont appeler à voter pour se désister éventuellement s'il y a une triangulaire pour le candidat de gauche le mieux placé, appeler à voter pour le candidat de gauche, ou ils vont rester dans une position, nous tout seuls sur notre nuage, et puis plus rien. Merci Michel pour cette question. Éric Coquerel vous répond. Bien, déjà, je salue Michel, et puis il a tout à fait le droit de voter communiste, voilà. Sauf que le Parti communiste soutenait Jean-Luc Mélenchon de l'extérieur, peut-être revendiquer une petite partie du résultat de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'étais un des cofondateurs du Front de gauche, donc je sais les insuffisances que nous avons eues pendant des années où on était péniblement, à part Jean-Luc en 2012, à 6-7% des voix en tant que Front de gauche, c'est-à-dire cartel de parti. Bon, nous, on pense qu'il fallait passer à autre chose, c'est-à-dire avoir la même étiquette, le même programme au présidentiel et au législatif, de façon à ne pas recommencer les erreurs du Front de gauche et notamment s'impliquer sur un mouvement qui est basé sur les assemblées citoyennes. Donc, nous avons assumé, on verra les élections, on verra ce que ça donne par rapport aux partis qui n'ont pas choisi de venir avec nous. Moi, je suis dirigeant d'un parti, le parti de gauche. On a décidé de construire parce qu'on pense que France Insoumise, parce qu'on pense que c'est la manière de recomposer l'espace politique français et d'avoir le maximum de députés. Donc, je réponds à Michel sur cette idée. Alors maintenant, sur le deuxième tour, je ne sais pas qui il entend par gauche. J'ai pas très bien compris. S'il a voté pour nous, je suppose qu'il ne met plus forcément le Parti socialiste. Il le range plus là-dedans. Au deuxième tour, quelle différence aujourd'hui entre En Marche, un Républicain, un UDI, le Parti socialiste? Moi, j'attends de voir. Nous, on va faire en sorte au premier tour d'éliminer le maximum de candidats du Front National. Je pense qu'on est la meilleure antidote pour le Front National, parce que souvent, je sais que cette question revient. Quant à répondre à Michel, moi, là, je peux parler en mon nom. On verra bien ce qu'on fait au niveau de France Insoumise. Mais si un communiste est au deuxième tour et non pas quelqu'un de France Insoumise, je pense que je choisirais quelqu'un qui a choisi Jean-Luc Mélenchon plutôt que quelqu'un qui l'a combattu. Voilà. Michel, vous avez votre réponse, Michel ? À peu près, oui, j'ai à peu près ma réponse. Voilà, mais je pense qu'il y a des gens à gauche, y compris au Parti socialiste encore. Il y a des gens encore à gauche au Parti socialiste. Oui. Enfin voilà, si M. Mélenchon pense qu'il est tout seul, je pense que ça va être dur de construire quelque chose à gauche après. Merci Michel. Juste sur le Parti socialiste, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a proposé à Benoît Hamon, il y a quelques semaines, de dire écoute, choisis. Quitte enfin ce parti et tout de suite on fait une alliance aux législatives, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'ils nous disent toujours demain. Pourquoi que dans un sens? Pourquoi ça ne pourrait pas aller dans l'autre? Parce que, excusez-moi, mais les élections, le Parti socialiste nous a souvent fait le coup du rapport de force électorale pour nous dire que c'était eux qui étaient nécessaires. Là, il y a eu une présidentielle qui a donné un résultat quand même. Donc vous comprendrez que c'est plus logique, nous qui avons construit France Insoumise avec un candidat qui représente plus de 7 millions des voix, de dire à Benoît Hamon, 6,5%, qui n'est pas majoritaire au Parti socialiste, je vous rappelle que ce n'est pas lui qui parle au nom du Parti socialiste, écoute, fais l'effort de sortir du Parti socialiste pour qu'on puisse discuter. On ne va pas nous rejoindre le Parti socialiste. On a le sentiment aussi que vous payez beaucoup le rapport que vous avez aujourd'hui avec le PC. Il y a des choses, il y a des situations que les électeurs ne comprennent pas. Par exemple, Patrick Le Yarrick, le patron de l'Humanité, candidat aux législatives, qui a multiplié les unes sur Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi cette guerre déclarée face à... Mais il n'y a pas une guerre déclarée. On a essayé cette tension le Parti communiste en janvier. Le Parti communiste en janvier. Enfin, je vais dire la direction du Parti communiste, parce que je pense que c'est très varié le Parti communiste. En janvier, ne voulait pas entendre parler d'un accord national avec France Insoumise.
C'est les propos de Pierre Laurent. À l'époque, il est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas encore eu le score qu'il a eu. On était à 11%. Je pense que très longtemps, je vais le dire carrément, je pense que le Parti communiste a hésité pour trouver un autre candidat, notamment, pourquoi pas, dans la personne de Benoît Hamon. Bon, donc, il y a eu la décision de ne pas discuter. Mais au final, vous avez des communistes qui ont fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, donc, oui, mais il y a même des communistes avec nous derrière la campagne. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on nous propose? Vous voudriez que tout d'un coup, alors que notre démarche a marché, la méthode a marché, que nous y tenons pour l'avenir, on revienne à une discussion avec un parti, entre cartels de partis. C'était quelque chose qui n'était pas possible. Sur M. Le Yarrick, je voudrais juste dire quelque chose. C'est qu'à un moment donné, on a quand même accepté, sur proposition du Parti communiste, une discussion partielle. En gros, de règles de 1 pour 1 sur les meilleures circonscriptions pour ne pas se faire de concurrence et pas s'éliminer bêtement. Bon. Ça n'a pas marché. Moi, ce que je constate, par exemple, c'est que le Parti communiste, alors que nous, on proposait que cette circonscription-là soit dans l'accord, le Parti communiste nous a jamais demandé de geler cette circonscription. Je parle de celle de M. Le Yarrick. Nous avons proposé. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, moi, ce que je regarde, c'est que le Parti communiste, quasiment nulle part, a enlevé ses candidats des bonnes circonscriptions dans lesquelles nous sommes. D'accord ? Je ne vais pas citer les circonscriptions, je sais que je ne peux pas le faire, mais que ce soit celle de M. Corbière ou la mienne, etc. Et par contre, qu'à l'inverse, nous avons retiré nos candidats sans rien demander dans 3 sortants communistes qui avaient parrainé Jean-Luc Mélenchon, dans une autre circonscription du 93, une autre circonscription du 92. Donc je trouve que dans ceux qui montrent une certaine ouverture, c'est plutôt de notre côté que ça se passe. Karine, encore un mot, puis Françoise. Au final, à l'Assemblée nationale, les députés France Insoumise et les députés communistes réussiront à faire un groupe ensemble ou vous serez séparés? On verra bien qui est élu. Non mais par exemple, je ne sais pas du tout si on peut faire un groupe avec M. Carvalho qui a été contre la loi, qui a refusé de voter contre la loi. Donc vous regarderez au cas par cas les députés communistes et vous verrez la situation. Il y a des gens, excusez-moi, mais il y a des gens dans les sortants communistes aujourd'hui qui ne veulent pas entendre parler de Jean-Luc Mélenchon, qui sont les premiers à le taper. Donc on verra bien l'ambiance, on verra ce qui se paie. Pour l'instant, je pense que la meilleure sécurité, c'est qu'il y ait de quoi faire un groupe autonome à minima. France Insoumise, vous savez qu'on prétend à faire beaucoup plus haut. Il faut 15 députés. Voilà. Et je le dis très clairement, nous sommes en concurrence dans plein d'endroits avec le Parti communiste, mais ce ne sont pas eux nos adversaires. Françoise. Nos adversaires, c'est Macron, c'est tous ceux qui s'apprêtent à être ses auxiliaires, et évidemment le Front National. Si un front républicain se met en place à l'issue du premier tour des législatives, est-ce que vous en ferez partie pour faire barrage au Front National ? Non, vous savez que le Front républicain, ça fait maintenant plusieurs années qu'on dit que ce n'est pas la solution, parce que ça efface en réalité, ça donne l'impression que le Front National est le seul parti anti-système et en s'alliant avec des gens qui, par leur politique, ne font que monter le Front National. Aux dernières élections régionales, je vous rappelle qu'un socialiste dans le Grand Est, je ne me rappelle plus son nom, mais a refusé le Front républicain. Ça n'a pas empêché que ça soit pas de battre le Front National. Donc vous pas dans cette logique. Je pense que ce n'est pas une bonne logique, surtout qu'en plus, il risque d'y avoir, dans ces cas-là, il y avoir souvent des triangulaires, parce que c'est là où la question se pose. C'est si on se retire, par exemple, d'une triangulaire. Sinon, la question ne se pose pas. Et que les triangulaires peuvent très bien nous offrir des députés élus. Donc vous poursuivez la philosophie qu'on a de entendue combattre du le Front National au premier tour et d'être Jean-Luc Mélenchon, c'est en gros de dire tout ça. Non, vous savez très bien, Nathalie. Attendez, excusez-moi. Je sais très bien qu'il n'a pas fait ça. C'est pas vrai. Il a été. Non, mais attendez. Soit vous êtes objective, soit vous avez un avis. Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix pour le Front National. Il n'a pas dit pas une voix pour Emmanuel Macron. D'accord ? Il a expliqué que pour battre le Front National sur le long terme, il fallait être capable de construire une force alternative dans ce pays. Cette force alternative, c'est France Insoumise et ses électeurs. Et sachez que chez les électeurs de France Insoumise, il y en a autant qui disent qu'il aurait fallu voter Macron que d'autres jamais. Bon. Et ça, pour nous, c'est important, y compris les électeurs que nous avons récupérés dans l'électorat du Front National. Donc, il a assumé ce rôle. Mais d'un point de vue moral, excusez-moi, mais moralement, mon problème, c'est Hollande & Co. qui, dans 10 jours avant le premier tour, ont choisi de cartonner Jean-Luc Mélenchon au lieu de s'occuper de Mme Le Pen. Ça, c'est eux qui ont un problème moral. C'est ceux qui ont fait une politique de droite pendant 5 ans. Donc c'est plutôt cartonner Menucci qu'elle est sur des terres Front National. Eux, ils ont un problème moral parce qu'ils entretiennent le Front National. Et pourquoi l'entretiennent-ils ? Parce que c'est plus facile de faire élire un Macron avec le Front National en face qu'avec un Jean-Luc Mélenchon. Voilà la question. Donc vous comprendrez qu'on n'a pas spécialement envie, soi-disant tout d'un coup pour des gens qui se refont de virginité, de dire bah oui, tiens, on va dès maintenant, avant le premier tour, expliquer qu'on va voter pour n'importe quel candidat, appeler à voter pour n'importe quel candidat, se désister, alors que ce sont eux-mêmes les pyromanes qui font que le Front National augmente dans ce pays. Je pense que nous avons été plus efficaces avec notre campagne au premier tour et nous serons plus encore contre Mme Le Pen. Je pense que c'est nous qui l'avons abaissée. À Marseille, ça fait des années qu'elle était en tête. Aux dernières régionales, elle était largement en tête. Pour la première fois, c'est France Insoumise devant. Dans plein de villes du Nord, de Nord-Est, nous sommes la seule force qui résiste maintenant au Front National. Je pense franchement que c'est nous les meilleurs opposants au Front National. Emmanuel de Paris, bonjour. Emmanuel, vous êtes là ? Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. Oui, alors bonjour Monsieur Coquerel, bonjour France Inter. C'était juste pour savoir s'il était possible d'imaginer, aussi bien dans l'entourage proche de Monsieur Mélenchon que Monsieur Mélenchon lui-même, est-ce qu'il serait capable d'imaginer de se retirer pour préserver les idées géniales de son programme? Expliquez-nous pourquoi il faudrait le faire. Moi, je suis insoumis, j'ai voté pour ces idées-là. Par contre, la personnalité de Mélenchon finit par me gêner, alors qu'il m'a fait rire à un moment, il m'a ému. Mais là, je pense qu'en fait, il faudrait qu'il passe à autre chose. Et surtout, je vois autour de moi des gens qui trouvent son programme chouette, ou génial, ou sympa, ou pas mal, mais qui disent non, juste Mélenchon, c'est pas possible. Est-ce qu'il peut entendre ça? Pourquoi c'est pas possible, Emmanuel? Mais par son côté radical. Par son côté radical de refuser Hamon, d'utiliser des mots là, sur Cazeneuve. Je ne défends pas particulièrement Cazeneuve, mais globalement, on est dans un monde où il y a des choses un peu à respecter, notamment les formes. Monsieur Mélenchon ne peut pas entendre ça. Je le vois bien, je le ressens. Je suis, comme lui, très émotif. Donc, mais lui, c'est un homme politique. C'est un politique. Il doit se maîtriser. Il doit être capable de comprendre pour gouverner, il faut un compromis. Il faut pouvoir tendre des mains. Il faut arrêter d'insulter les gens, les journalistes. Il faut peut-être faire attention à ce qu'on dit quand on parle du Venezuela, quand on parle de Poutine, quand on parle de la Syrie. Il faut être assez tranché. Merci Emmanuel. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses déjà dans votre intervention. Il y a beaucoup de choses. Donc on va permettre à Éric Coquerel de vous répondre et on vous donnera éventuellement la parole à nouveau. Voilà. Moi je fais un appel à tous ceux qui vont dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Le jour, je voyais 3-4 personnes en train de pleurer en écoutant Jean-Luc Mélenchon. Appelez France Inter. Je vous le conseille parce qu'à chaque fois, j'ai les mêmes questions de gens qui existent, qui ont voté souvent Hamon ou qui sont souvent socialistes, qui n'ont pas voté Mélenchon en général et qui recommencent les mêmes questions. Alors, là, il a voté Mélenchon. Il a voté Mélenchon. Je ne sais pas. C'est ce qu'il a dit. Enfin bon, de notre côté, il a voté Mélenchon, mais il nous dit qu'on a refusé la main tendue de Hamon. Alors, oui, si vous avez voté Jean-Luc Mélenchon, vous savez par exemple que Jean-Luc Mélenchon a fait une lettre à Benoît Hamon il y a plusieurs mois de ça. Benoît Hamon était haut dans les sondages en lui demandant juste une garantie. D'accord ? Pas d'alliance avec Macron. Deuxième garantie, de ne pas investir les ministres les plus symboliques du gouvernement précédent, chose qu'il aurait peut-être dû faire avec M. Valls. Donc, Emmanuel, vous êtes là ou pas? Donc, ouais, je suis là, mais il m'énerve là. Ça mais j'ai le droit d'être énervé aussi, quoi. Au départ, j'étais Hamon. Au départ, j'étais pour Hamon. Voilà. Ensuite, quand j'ai vu et j'ai hurlé sur Mélenchon parce que c'est Hamon qui était devant. Donc cette querelle-là, en fait... Mais vous avez voté insoumis ou pas? Et je m'en fous des ministres, tout ça. Non mais d'accord, mais Emmanuel... Je me bats pour des idées. Non mais Emmanuel, vous comprenez que quand je vous entends répéter les mêmes choses sur Poutine, où Jean-Luc Mélenchon a été hyper clair, on condamne le régime politique de Poutine, mais de notre côté, on dit qu'il faut une politique de coopération avec la Russie, ce que fait M. Macron, personne ne lui en veut. Quand je vous entends répéter les mêmes choses sur le Venezuela, on n'a jamais... Aujourd'hui, on ne dit pas la même chose du gouvernement de M. Maduro que de M. Chavez, qui est mort en 2012, et vous le savez très bien, etc. etc. Quand je vous entends répéter l'espèce de mantra médiatique qui nous remet toujours sur la table exactement les mêmes choses, comprenez que moi aussi, ça m'énerve un peu. Voilà. Emmanuel, vous êtes là? Parce que le problème, Emmanuel, la personnalité de Mélenchon qui est suffisamment, il braque les gens. Il vous braque peut-être, mais il y a plein de... On verra bien au moment des élections législatives ce qu'il en sera. En tout cas, je vous réponds à votre première question, par contre, puisque vous posiez la question. Moi, j'espère que Jean-Luc, et je le crois d'ailleurs, c'est ce qu'il a annoncé, va continuer à être le leader de France Insoumise, parce qu'on en a besoin, parce que c'est un nouveau mouvement. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Oui, c'est pour ça que je suis là à la table d'ailleurs. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas M. Corbière, il n'y a pas Mme Simonet, il n'y a pas plein de gens qui s'interviennent. Vous savez, je crois qu'on est un des mouvements neufs. Non, il y a plein de... Je vous ai M. Vanier, Mme Sarah Legrain, Mme Corinne Marel-Darleux, etc. Je peux vous en énumérer plein. Je pense très sincèrement que pour les gens qui nous connaissent, on doit être un des mouvements jeunes à avoir le plus de porte-parole et le plus de représentativité de tous les mouvements politiques que je vois venir devant les médias. Ce que dit l'auditeur là, c'est est-ce que ce n'est pas ce grand regret de ne pas avoir réussi pendant la campagne présidentielle l'unification des gauches à partir du moment où Hamon était sorti vainqueur de la primaire, qu'il a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon et qu'il aurait pu avoir un grand mouvement de gauche? Alors, Françoise Fresso, au lieu de quoi, vous êtes plutôt dans une guerre contre le PS. Emmanuel. Vous savez très bien qu'on a un petit problème avec le mot « les gauches », parce que si on nous dit « les gauches », ça va de M. Valls
je ne veux pas recommencer à Mélenchon, on voit bien qu'on met dans le même cadre des choses totalement différentes. Bon, maintenant, je peux entendre la question par rapport à Benoît Hamon, mais quelque part, l'unification, on l'a fait un peu avec les électeurs quand même, hein, parce qu'il ne restait plus beaucoup d'électeurs pour M. Hamon. Ça veut dire que ce que nous avons dit, la méthode, la stratégie, l'avenir en commun, le programme, parce que c'est d'abord, et cela avant tout, Jean-Luc, et j'allais dire quelqu'un qui, avec talent, explique ce qu'est notre programme. Je crois que c'est ça, ce sur quoi d'abord les gens ont voté. Bon, je crois qu'on a commencé avec plus de 7 millions des voix à ouvrir un espoir. Est-ce que je regrette la question? Est-ce que je regrette qu'à la sortie de ça, M. Hamon, M. Montebourg n'aient pas fait le choix de nous rejoindre pour dire là, il y a quelque chose à faire sur les législatives? Je le regrette. Est-ce que s'ils le font par la suite, il est possible de faire des choses avec eux? Je vous réponds oui. Voilà, je vous réponds oui, les portes seront ouvertes, on pourra réfléchir à ce qu'on fait avec eux. Ça, on l'a compris pour l'instant, c'est eux qui restent au Parti socialiste. D'accord, mais est-ce que votre violence vis-à-vis des socialistes, et y compris tout à l'heure quand on a commencé l'émission, les 2 premiers taquets, c'était pour François Hollande et les socialistes. Est-ce que oui. Non, mais François Hollande, écoutez, il traite Jean-Luc Mélenchon de dictateur 5 jours avant le premier tour. Mais ça fait partie du jeu politique, de la bataille électorale. Quand Jean-Luc Mélenchon se permet d'utiliser un mauvais mot, pas le bon terme, pour caractériser un homicide. On a l'impression que vous êtes meurtri d'une bataille que vous avez perdue, le président de la République, François Hollande, alors que Mme Le Pen risque d'aller au 2e tour, par la faute de sa politique, explique qu'il ne faut jamais voter pour un dictateur, ça c'est la bataille politique. Excusez-moi, mais il y a 2 poids 2 mesures dans ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous n'avez pas une obsession qui est le Parti socialiste ou la gauche, de manière à la remplacer à l'Assemblée? On a très bien compris que vous vouliez être la force de l'opposition, et que cette obsession, c'est peut-être ce que veut dire notre auditeur. Est-ce que cette obsession, plus il est encore là, il est très en colère. L'exercice solitaire du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon que dénonce pas que les communistes d'ailleurs, tous ceux qui le connaissent, est-ce que tout ça n'est pas finalement un frein à une recomposition d'une gauche qui fait des compromis, parce que c'est le principe de toutes les alliances, voilà, c'est tout. Non, c'est pas excusez-moi, ça peut pas être vous ne pouvez pas être un frein quand vous allez devant le suffrage universel. Vous obtenez un résultat, je pense que chacun conviendra que c'est un bon résultat, plus de 19% des voix. Ça remonte à des décennies qu'un candidat non socialiste n'ait pas atteint ce résultat. Et en plus, ce n'était pas avec un PS à droite à l'époque. Bon, vous ne pouvez pas être un frein quand en même temps vous dites, écoutez, on ne va pas dilapider ce que nous venons de construire pour revenir à des accords d'appareil que les gens refusent. Je vous assure que la discussion qu'on a là, ça c'est entre nous. Mais c'est pas que les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Bon, et de dire par contre, de tendre la main en disant à nos camarades communistes, aux socialistes qui ont fait le choix de s'opposer à François Hollande, nous sommes ouverts pour essayer de construire ça ensemble. En quoi c'est un frein? En quoi c'est un frein? Didier, bonjour. Allô, oui. Bienvenue, on vous écoute, Didier. Bonjour, donc une petite remarque, juste, donc je vous écoute beaucoup, merci beaucoup pour tout le professionnalisme, pour savoir des journalistes, mais aussi des intervenants. Une petite remarque, enfin 2 ou 3 remarques, mais je pense que M. Éric Coquerel, Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, ont des mots des fois, comme tous les hommes politiques, mais j'ai l'impression vraiment, on parle de pudeur de Galès, j'ai l'impression que, bien sûr que quand on parle de politique, des mots dépassent les autres, mais ça, c'est pas important pour nous. Ça, c'est pas important. Pour vous citoyens, Didier, pour vous insoumis, dites-nous d'où vous parlez. Alors, je parle des 6 millions de pauvres, parce que moi, je suis dans les pauvres. Vous voyez, je suis éduqué. Enfin, donc, j'ai fait des études universitaires, j'ai 49 ans, là. Et je fais partie des 6 millions de pauvres, vous voyez. Je parle des 16 millions de retraités qui votent à droite. Je fais partie des 6 millions de pauvres, et j'ai 50 ans, c'est vrai, mais 6 millions de pauvres, c'est plutôt des jeunes. Et vous le savez, tout ça. Tous les intervenants le savent. Donc, maintenant, on arrête de jouer. On a un nouveau président. On a vu comment ça s'est passé. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. 24% président de la République. Donc, on a joué, quoi 2002, le Front républicain. Je ne vote pas Front national, j'étais apolitique. Je ne suis pas de droite, plutôt de gauche, bien sûr. Mais le coup du pacte républicain, il faut arrêter. Le Front républicain, j'en ai entendu encore parler. On est fatigué. Je respecte les gens qui votent au Front national. Je respecte les gens qui votent à droite, à gauche. Je respecte tout le monde. Il faut arrêter. Le Front national, je pense, a évolué, mais peu importe. Le coup du Front national, pacte républicain, pour devenir président de la République, j'étais sûr autour de moi, j'avais dit non, ça ne marchera pas. 15 ans après, les gens ont oublié. Vous nous prenez vraiment, je crois, sincèrement, pour des imbéciles. Et c'est dommage parce que le problème, c'est que c'est une armée. Il y a 6% de personnes, il y a 6 millions, de personnes qui sont pauvres. Pardon. Pour la question. Allez-y, oui, parce qu'on a peu de temps. Je voulais poser la question à M. Coquerel, à savoir, je n'avais pas compris, il y a eu un flou, c'est vrai, au niveau. Je ne parle pas des gens, hein, je pense que. Allez-y, Didier. Et voilà. Je pense qu'il y a un petit problème au niveau des mouvements. Le mouvement, des Insoumis. De la France M. Macron a fait un mouvement, il est devenu président de la République, c'est très bien. Il a eu beaucoup de chance, on a vu pourquoi, hein. Donc, vous le savez tous, vous avez tous fait la... On a bien compris, Didier. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? On a très peu de temps.
excusez-moi, Monsieur Mélenchon a fait un mouvement. Maintenant, à savoir, il y a un flou. Et ce mouvement, il faudrait peut-être le transformer en parti politique. À savoir, donc, le problème de la France insoumise maintenant, c'est évident. Et le problème de tout ce qui représente les signaux de pauvres, c'est la structure. Bien compris, Didier. Merci Didier. Il nous reste 1 minute, malheureusement, pour que Éric Coquerel vous réponde. Non, mais sur la question... Parti, mouvement, parti. Excusez-moi, je vais surtout répondre à la première partie, puis j'ai plus qu'1 minute. C'est que la question de ces législatives, ça ne va pas être le jugement de tel ou tel aspect du caractère de Jean-Luc Mélenchon. C'est de savoir qu'est-ce que nous disons par rapport au projet d'Emmanuel Macron. C'est ça qui intéresse les Français. Bon, nous avons un projet, on verra bien si on est dans l'opposition ou la majorité, c'est l'avenir en commun, et on se battra en ce nom. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que la question qui est posée, c'est est-ce que Emmanuel Macron doit avoir les pleins pouvoirs pour faire une loi travail aggravée, pour augmenter la CSG 250 € de plus pour les gens qui gagnent 1 200 € par mois, pour supprimer 125 000 fonctionnaires, pour aller vers une retraite par points, et ça dans les mois à venir. Bon. Et je crois que voilà quel est le débat qui doit être posé. Nous disons que nous proposons un choix de société qui est clairement, radicalement différent de celui-ci. Nous l'avons porté avec l'avenir en commun. Et de grâce, essayons dans ces derniers jours que ce soit ça le thème du débat, plutôt que telle ou telle chose qui finalement intéresse à mon avis peu les Français. En tout cas, ce n'est pas ceux que je rencontre. Éric Coquerel, merci beaucoup.